L'USDC qui est censé valoir 1 dollar ne valait plus 1 dollar. Bienvenue dans le merdier de la crypto où le stablecoin de référence est géré par une boîte qui détient un compte bancaire dans une banque, qui fait n'importe quoi et qui a fait faillite. Mais quel bordel, je vais tout vous expliquer. Il a fallu qu'un Peter Thiel retire ses fonds et conseille aux boîtes qu'il a en portefeuille de faire de même pour créer un bon vieux bank run qui a mis en PLS la banque SVB en quelques jours. Ça, c'est le résultat des taux qui remontent, de l'inflation et des startups qui brûlent du cash. Mais on va y revenir car ce n'est pas une, mais en fait 3 banques qui ont fait faillite en l'espace de 5 jours. Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank. La Réserve fédérale américaine a déclaré qu'elle ne sauverait pas ces banques aux frais des contribuables, mais elle a été obligée de faire machine arrière un dimanche par peur qu'une panique bancaire se généralise. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi la faillite de SVB, une banque régionale de Californie, a-t-elle eu des conséquences sur les marchés internationaux? Pourquoi ça a entraîné le dépeg de l'USDC qui était censé être un stablecoin? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous investisseurs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est le moment de vous abonner aussi à cette chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Merci. Bon, on va commencer par un petit peu de contexte. Déjà, il y a une crise bancaire qui a commencé par Silvergate, une banque californienne qui avait fait son entrée sur le marché de la crypto en 2013. À la base, c'était une banque qui travaillait dans l'immobilier, mais elle s'est dit, il y a du fric à faire dans la crypto. Du coup, c'est devenu une des banques les plus importantes de l'écosystème crypto, en accordant notamment des prêts avec des garanties en Bitcoin. C'était notamment une des banques qui travaillait beaucoup avec le site crypto.com. Début mars, la banque a fait état de difficultés et mercredi dernier, elle a annoncé sa fermeture. Alors, il y a sûrement des liens avec FTX qui sont à l'origine de cette faillite, mais ça a été une grande surprise, un grand choc dans le marché de la crypto. À noter que le cours du BTC, lui, s'en fout royalement de tout ça. Forcément, cette banque a fait du bruit dans le monde de la tech, parce qu'il y a des liens quand même entre ces deux univers, et Silicon Valley Bank, SVB pour les intimes, venait d'annoncer des pertes importantes. Elle essayait de lever du capital et elle a vu son cours chuter à toute vitesse, ça sentait vraiment pas bon. Et donc il y a certains gestionnaires de capital risque importants comme Peter Thiel qui ont conseillé aux entreprises de leur portefeuille de retirer leur argent de chez SVB. Alors la suite, c'est un bank run en bonne et due forme, 42 milliards de dollars en une seule journée. Vendredi matin, SVB était asséché, ne pouvait plus satisfaire les demandes des clients et la FDIC, donc l'autorité régulatrice du système bancaire américain, a été obligée de déclarer la banque insolvable et de la placer sous séquestre. Ça veut dire qu'en gros, ils viennent, ils virent les dirigeants et ils prennent les clés de la banque. Alors, ce qu'ils ont essayé de faire pendant le week-end, c'est de la faire racheter. Donc, c'est pour ça que la ministre des Finances américaine a déclaré encore dimanche matin qu'il n'y aurait pas de sauvetage. Il y a toujours un effet de bluff et ils ont cet espoir qu'ils les rachètent. Donc, il y a le spectre de la crise de 2008 qui est toujours là, justement, et il y a eu des réformes qui ont eu lieu depuis 2008 qui sont allées dans le bon sens, hein, il faut le reconnaître, mais dans ce genre de situation, non, évidemment, tout n'est pas prévu, c'est la magie de la finance. Ah oui, un petit détail, juste avant que la DIC intervienne, les employés ont bien reçu leur bonus. Hein. Il en manque une. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, les dépôts sont garantis par cette agence à hauteur de 250 000 $. Mais le truc chez SVB, c'est que les dépôts sont bien supérieurs à cela. Donc, ils étaient en réalité non garantis. En fait, 97% des clients ont plus que ce plafond dans cette banque. Et c'est normal parce que c'est la banque des startups, vous allez comprendre pourquoi. Ça veut dire que si la banque ne trouvait pas repreneur, les déposants allaient perdre des sommes colossales. Et cela provoquera la panique des déposants d'autres banques qui entraîne par faillite, grâce à l'effet domino, une chute monumentale et une crise sans précédent. Et en ce moment, j'ai les inscriptions à mon programme phare qui s'appelle l'Académie qui sont ouvertes. Je vous mettrai le lien en description. C'est mon programme dans lequel je vous accompagne à définir un plan concret pour votre liberté financière et je vous explique les différents piliers que sont la bourse, l'immobilier et le business en ligne. C'est mon programme le plus complet. Vous allez rejoindre une communauté. Il y a des centaines de membres et on passe un bon moment et je vous accompagne dans la durée puisque vous avez un coaching mensuel illimité avec moi, notamment en plus du reste. Mais tout ça est en description. Et puis dans le même temps, une autre banque est mise sous séquestre. Donc il s'agit de Signature Bank. Donc c'est une banque new-yorkaise impliquée dans la crypto comme je vous l'ai dit. Le risque de contagion et de crise devient alors trop élevé et ce que fait la Fed, du coup dimanche soir, juste avant l'ouverture des marchés asiatiques, elle intervient et avec la FDIC et le ministre des Finances, elle débloque une facilité de prêt d'urgence pour couvrir l'ensemble des dépôts. Elle insiste lourdement sur le fait que ce n'est pas un plan de sauvetage et que l'argent du contribuable ne sera pas utilisé
Bon, je ne sais pas qui va croire ça, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ils annoncent que les propriétaires et les actionnaires ne se verront pas un centime, ils veulent juste protéger les déposants. Évidemment, le gouvernement veut sauver la face, mais il ne veut pas appeler ça un bail-out, mais une question demeure, d'où vient l'argent? Alors, apparemment, ça vient d'un fonds auquel les banques cotisent. Et ils ont annoncé aussi que si ce fonds n'était pas suffisant, elles demanderaient à toutes les banques de cotiser à nouveau pour combler tout simplement le trou dans la caisse. Le problème est simple. Au moment où je fais cette vidéo, la contagion semble arrêtée, mais des milliers de personnes sont en train de retirer leurs fonds tout partout dans un tas de banques parce qu'elles sont inquiètes. Et il est possible qu'au moment où sorte cette vidéo, il y ait de nouvelles banques qui aient fait faillite. Bref, il est peut-être déjà trop tard. Il suffit de regarder des banques que l'on sait déjà être des morts-vivants depuis des années, à savoir par exemple en Europe Crédit Suisse et Deutsche Bank, pour avoir quelques sources d'inquiétude. Alors le deuxième point, on va parler de ce plan de sauvetage et on va parler des raisons aussi qui ont créé cette crise. SVB possédait 212 milliards d'actifs, mais si on enlève le capital immatériel et la perte de valeur, on est sur une fourchette entre 170 et 190 milliards. En revanche, ces dettes, elles, sont bien à 195 milliards. Donc, oui, il y a tout de suite un trou dans la caisse. Donc, elle aurait besoin de 5 à 25 milliards de dollars pour honorer tous ces dépôts. Et 25 milliards, c'est justement le montant de la facilité de prêt d'urgence proposée par la Fed, qui va faire la même chose, du coup, pour Signature Bank, le troisième larron dont on a parlé tout à l'heure. Donc la Fed va prêter cette somme sur une durée maximale d'1 an. Les banques qui veulent en bénéficier de cette facilité de prêt vont mettre en garantie des actifs qui sont pour le moment empruntés, donc qui valent pas grand-chose. Alors pourquoi SVB a besoin de cette facilité de prêt? En fait, elle a investi les dépôts de ses clients en titres qui sont adossés à des créances hypothécaires. Du coup, ces titres-là ont vu leur valeur diminuer à cause de la hausse des taux d'intérêt. Donc, s'ils le revendent maintenant, ils perdent de l'argent. Et donc, c'est là que la Fed intervient, puisque quand les gens veulent récupérer leurs fonds, SVB est obligé de vendre les investissements qu'elles ont faits sur des horizons en plus longs. Apparemment, ils ont investi sur un horizon de 10 ans, ce qui est un petit peu curieux. Donc, ce qui va se passer, c'est que si SVB n'est pas en mesure de rembourser son prêt, c'est pas un bail-out, ce qu'elle ne pourrait faire que si elle trouvait un repreneur, et c'est mal parti, la Fed aurait donc racheté 25 milliards de titres toxiques qui ne valent plus 25 milliards, puisque là on parle en valeur nominale. Et la Fed fait ça parce qu'elle pense qu'à moyen terme, ces titres retrouveront leur valeur et qu'elle récupérera son argent. Et si c'est pas le cas, elle a tout prévu. Ça s'appelle le socialisme bancaire. Elle va faire porter le poids à l'ensemble du secteur qui devra s'acquitter d'une redevance spéciale auprès de la FDIC pour couvrir les pertes. Et si vous croyez que les banques ne reporteront pas ce coût sur leurs clients, eh ben, je ne sais pas quoi vous dire. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors pourquoi la Fed, la FDIC et le ministère des Finances étaient en panique totale face à la faillite de ces banques? Ils ont carrément donc fait machine arrière par rapport à leur déclaration du matin même, entre le dimanche matin et le dimanche soir. Tout ça pour cacher une sorte de bail-out, évidemment. Le Parlement américain a fait des heures sup sur Zoom et vous avez carrément des députés qui ont fait des TikTok à 2h du matin pour rassurer les gens. Ben clairement, ils ont fait dans leur froc, comme on dit dans le milieu de la finance. Vous connaissez sans doute l'expression too big to fail. C'est que en fait, ils se sont probablement rendus compte que SVB était, non pas de par son importance, parce que c'est la 16e banque, c'est une banque régionale sans importance particulière, mais de par son implication dans l'écosystème, que c'était une banque systémique. Ce n'est pas un grand nom comme Bank of America, Wells Fargo ou d'autres, mais la Fed a eu peur qu'il y ait une contagion à tout l'écosystème. Pourquoi? Parce que SVB, c'était la banque des startups californiennes, donc à peu près la moitié des startups, même aux États-Unis, ont un compte chez SVB. C'est énorme. Donc, je vous disais précédemment que c'était une banque qui avait massivement investi des titres adossés à des créances hypothécaires. Et donc, du coup, les startups ont levé beaucoup d'argent. Cet argent finit chez SVB et SVB l'investit. Alors, pourquoi SVB a fait ça et quel était vraiment le problème? Alors, la contagion possible, c'est pas juste que quelques startups allaient perdre leur cash. C'est que derrière, c'est tout. C'est-à-dire que dès la semaine prochaine, dès cette semaine, au moment où sort la vidéo, il y a des milliers de salariés dans la tech qui n'auraient pas été payés. Il y a tous les VC, tous les fonds qui ont mis l'argent dans les startups qui auraient perdu leur argent. Donc, il y a toutes les startups qui louent des bureaux de partout qui ne paieraient plus leur loyer. Donc, il y a des conséquences immédiates
très importante sur tout l'écosystème tech aux États-Unis, et sachant que c'est quand même le secteur d'activité phare des États-Unis qui tire la croissance aux États-Unis, et donc c'est extrêmement important, sans parler bien entendu de toutes les conséquences sur le comportement des gens, la panique, la confiance dans le système et tout ce qu'on peut imaginer qui sont peut-être aussi graves et aussi importantes potentiellement que ce que je viens d'évoquer. Alors il y a beaucoup de choses chez SVB qui n'ont pas l'air très catholiques. La première, c'est qu'il y a eu donc la reprise de l'investissement après la pandémie, et SVB a été inondé de dépôts en 2021-2022 parce que ses clients, donc les startups, sont inondés d'argent. Il y a eu des introductions en bourse, des levées de fonds de SPAC, des acquisitions, les investisseurs. Donc il y avait 130 milliards de dollars et la banque ne trouvait pas suffisamment d'emprunteurs vers lesquels rediriger cette somme. Parce qu'elle cherchait à prêter l'argent, il n'y avait pas assez d'emprunteurs. Donc du coup, comme elle ne pouvait pas faire travailler tout cet argent en faisant des prêts, eh bien, elle a pris 80 milliards de dollars dans des actifs considérés comme liquides par la réglementation en vigueur, donc des titres à long terme, donc 10 ans ou plus, avec un rendement de 1,56% fixe. C'est peu. Mais comme pour sa part, la banque versait un intérêt presque nul aux déposants, elle a jugé probablement que c'était une bonne stratégie. Le problème, c'est que ce genre de titre est très sensible aux variations de taux d'intérêt et au spread de crédit. Le spread de crédit, c'est l'écart de crédit entre ce qui mesure la différence de rendement entre une obligation d'entreprise, par exemple, et une obligation d'État sans risque de même maturité. N'importe quelle banque exposée à ces risques va adopter des stratégies dites de hedging, c'est-à-dire de la couverture en français. C'est-à-dire, elle va protéger son risque en prenant des positions adaptées pour cela. Mais qu'est-ce qu'elle a fait SVB en 2022, lorsque les taux d'intérêt étaient encore bas? Vous savez ça? Eh bien, elle a mis fin à toutes ces stratégies de hedging. Trop confiante. Voilà, prise de risque inconsidérée. Du coup, à partir d'avril 2022, en plus, elle n'avait même plus de gestionnaire de risque, ce qui est parfaitement inhabituel. Donc, elle est restée pendant 9 mois sans gestionnaire de risque dans la banque. Donc, tout cela arrive au moment où le marché de la tech s'effondre un petit peu, il y a des licenciements massifs, il y a des inquiétudes, et donc ça a impacté la clientèle de SVB. Et du coup, vous voyez que les choix d'investissement posent maintenant un gros problème. L'autre problème, 89% du financement de SVB provenait des dépôts. En soi, c'est une proportion très élevée. Ça veut dire que si les dépôts ralentissent, comme c'était le cas en 2022, ça met la banque en difficulté. Du coup, vous ajoutez à cela le fait que ces liquidités sont bloquées sur des titres à long terme, qui viennent de perdre de la valeur à cause de la hausse des taux. C'est la bonne petite recette pour une bonne crise de liquidité. Alors, pourquoi les dépôts ont-ils ralenti là récemment? Ça vient essentiellement de la clientèle, on l'a dit, c'est des startups soutenues par des investissements en capital risque. Et qu'est-ce que c'est qu'une startup? C'est typiquement une boîte qui cherche le moyen de brûler du cash le plus rapidement possible et qui essaie de croître le plus rapidement possible. Sauf que la partie croissance, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Pour brûler ce cash, la startup a besoin d'utiliser l'argent des investisseurs parce que la banque ne va pas prêter pour ça. Et donc ça va rendre très sensible aux variations des taux d'intérêt. On y revient. Parce qu'autant dans un environnement où les taux d'intérêt sont nuls, les investisseurs vont être plus tentés de miser sur des startups en espérant des bénéfices élevés dans 10 ou 20 ans. Autant dans un environnement où les taux d'intérêt remontent ou deviennent élevés, les investisseurs prennent moins de risques et préfèrent des bénéfices immédiats. Et du coup, ils vont moins investir dans les startups. Et du coup, les startups récoltent un peu moins d'argent. Enfin, un autre problème, c'est que 97% des dépôts n'étaient pas assurés, alors que la moyenne du secteur bancaire, c'est 52%. Il n'y a pas besoin d'être spécialement compétent, c'est la fameuse limite des 250 000 $ et la plupart des clients ont bien plus que ça parce que c'est des startups qui ont reçu des millions d'euros de leurs investisseurs. Par exemple, il y a le CFO de Roku qui a annoncé ce week-end que l'entreprise avait 487 millions de dollars sur son compte chez SVB. Une explication possible, c'est que les banques traditionnelles n'accordent pas de prêts aux startups, donc c'est pour ça qu'elles se tournent vers des banques régionales comme SVB. Et puis SVB, finalement, je pense qu'il était devenu une sorte de hub, c'est-à-dire la banque vers laquelle les startups allaient, les VC orientés vers SVB, et puis du coup, c'était devenu une pratique courante sans que l'on remette en cause ni la solidité, ni les pratiques, ni l'étude d'investissement que faisait SVB. Aussi, oui, il y a une petite news croustillante, c'est que l'ancien CFO de Lehman Brothers était directeur administratif chez SVB. Ça s'invente pas. En tout cas, la stratégie de SVB, ou plutôt son pari, c'était d'espérer que les taux d'intérêt restent indéfiniment bas et que le boom de la tech ne termine jamais. On serait tenté de dire que c'était un pari idiot. Après tout, les déposants sont maintenant sauvés. Les employés ont reçu leur bonus vendredi matin et il y a même Greg Baker, le CEO, qui a vendu pour 3,6 millions de dollars de ses actions quelques jours avant l'effondrement de la banque
Je vous laisse vous faire votre avis. Mais il y a une autre question qui demeure. On a des banques régionales qui mettent en panique la Fed et qui arrivent même à toucher les marchés internationaux. Comment cela s'explique? Alors, il y a un premier élément, c'est le secteur bancaire de la majeure partie des pays développés respecte ce qui s'appelle les accords de Bâle III qui visent à renforcer le système financier. Donc ça, c'est suite à la fameuse crise de 2008. Il y a une des propositions, c'est le ratio structurel de liquidité à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est de s'assurer que la banque a un minimum de cash de côté disponible immédiatement dans le cas où il y a des tensions sur les marchés, dans le cas où les déposants souhaitent leur argent. Mais ce qui se passe, c'est que le lobby des banques régionales aux États-Unis est très puissant parce qu'il y en a beaucoup en fait. Il y a beaucoup plus de banques que ce qu'on peut connaître dans notre écosystème franco-français. Par exemple, pour les banques de catégorie 2, le ratio structurel de liquidité, c'est pas 100%, c'est 85%, plus 70% pour les banques de catégorie 3. Et donc la plupart des banques ne sont en fait pas soumises aux exigences de liquidité. Et c'est le cas de SVB, alors que c'est quand même la 16e banque la plus importante des États-Unis. Donc en gros, ils n'étaient pas obligés de respecter à 100% les accords de Bâle III. L'autre gros problème, c'est cette fameuse remontée des taux. Donc d'où vient la remontée des taux? Ça vient de la volonté des banques centrales de limiter l'inflation. L'inflation, vous savez d'où elle vient, c'est un mix entre des prétendues raisons à cause de la guerre, ça vient d'un mix entre le coût des matières premières qui a augmenté, ça vient d'un mix à cause de la désorganisation des chaînes de logistique liées au Covid, il y a plein de facteurs qui se sont ajoutés les uns aux autres, l'argent gratuit distribué qui a fait que les gens dépensent plus et que du coup comme les gens dépensent plus, eh bien il y a une pression sur les prix. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela, à tel point qu'on a vu d'ailleurs récemment un responsable américain dire que si les annonces du taux d'emploi étaient trop bonnes, eh bien c'était une mauvaise nouvelle. En fait, il voulait lui qu'il y ait moins d'emplois créés pour montrer que derrière l'inflation va réduire, parce que s'il y a moins de gens qui trouvent un job, il y a moins de gens qui pourront dépenser leur argent. Donc c'est une logique un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc du coup, il y a ces raisons-là, toute cette incertitude autour des taux, car la Banque centrale veut remonter les taux pour juguler l'inflation, mais la remontée des taux entraîne tout un tas de conséquences, surtout quand elle est rapide, comme ça a été fait sur, on va dire, les 6 derniers mois. Ça a été une remontée qui a été très importante sur une durée très courte. Et donc ça, c'est clairement l'une des conséquences peut-être que personne n'avait vu venir, en tout cas pas SVB, et qui a causé clairement cette panique. Et le problème, c'est que ça, on a fait tomber quelques dominos, mais il risque d'y avoir des dominos qui tombent encore. Et l'une des conséquences de la faillite de SVB, ça a été le décrochage du stablecoin, l'USDC, considéré jusque-là comme le stablecoin de référence. Alors franchement, ici, il faut que je vous dise un truc, c'est que ce qui s'est passé en 2022 notamment avec FTX et les autres, ça a beaucoup fait évoluer les mentalités dans le monde de la crypto-monnaie. Déjà, le fait d'avoir une crypto-monnaie type USDC qui, en fait, derrière, c'est une boîte qui s'appelle Circle, qui avait du cash chez SVB pour garantir la stabilité du USDC. Déjà, ça, franchement, on va se le dire clairement, c'est de la merde. Mais c'est de la merde! En fait, la crypto, c'est uniquement on-chain, décentralisé. Il ne faut plus utiliser d'exchange centralisés. Vous oubliez les Binance, vous oubliez tous les exchanges centralisés. Il faut plus les utiliser. Il faut plus dépendre de stablecoin derrière où il y a une boîte qui a de l'argent dans une banque traditionnelle. Ça ne sert à rien. Sinon, c'est juste, vous avez juste les conséquences négatives de la faillite et de la pratique de ces banques-là. Donc ça, s'il y a un enseignement que l'on a eu, c'est celui-ci et je préfère vous le rappeler dans cette vidéo. Donc quand le gars de chez Circle a annoncé qu'il ne pouvait plus retirer les 3 milliards de dollars qu'il avait chez SVB, l'effet était immédiat. L'USDC, qui était censé valoir 1 dollar, a dépayé, c'est-à-dire qu'il a perdu sa valeur. Et donc vous vous retrouvez avec un USDC qui vaut 1 dollar mais qui vaut plus 1 dollar. Et il y a eu plein d'effets en cascade dont vous n'avez pas en fait forcément entendu parler dans le monde du réel et du quotidien. Mais par exemple, il y a plein de prêts qui ont été faits adossés à de l'USDC
qui ont été déclenchés. Donc j'ai par exemple quelqu'un que je connais qui avait fait, donc il avait mis de son argent en stablecoin, il avait emprunté en déposant cet argent en garantie, et le fait que la stablecoin perde sa valeur fait qu'il a tout simplement perdu son argent. Donc lui, il a gardé l'argent du prêt, heureusement, mais il a perdu une partie de son argent, la différence entre ce qu'il a déposé et ce qu'il a préemprunté, parce qu'on ne peut pas emprunter 100%. Et ça a été déclenché, c'est un des effets indirects de ce qui s'est passé. Donc évidemment, une fois que la FDIC, que le gouvernement américain a annoncé qu'ils allaient sauver les banques, on a la crypto qui est repartie au plafond avec, au moment où je fais cette vidéo, le Bitcoin qui était à 24 000 $, sachant qu'il était à 20 000 juste quelques minutes avant. Donc évidemment, on aime tous l'argent gratuit, on aime tous les garanties. Et le problème que l'on a, et c'est ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va voir vraiment ce qui se passe, ce sont les annonces de la Fed et de la BCE sur les taux. Parce que ce qui va probablement se passer, c'est qu'elles vont calmer le jeu. Elles vont soit ne plus augmenter les taux, soit les augmenter beaucoup moins fort que ce qui était prévu, donc 1/4 de point probablement, afin de rassurer les investisseurs, de rassurer l'écosystème et puis aussi de recréer une sorte de confiance, d'être un peu plus prévisible, d'autant qu'il semblerait que l'inflation se soit quand même calmée aux États-Unis, soit redevenue à des taux un peu plus acceptables, même si elle est encore élevée, et donc ça justifierait pour la Fed de sauver la face en disant on augmente un peu moins à cause de cela. Mais en réalité, l'une des raisons, c'est surtout pour éviter que la panique ne se propage et ne continue. Et encore une fois, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas de nouvelle banque qui a fait faillite, mais au moment où elle sort, il est possible qu'il y ait de nouvelles faillites et que les choses aient carrément dégénéré. Ça reste une possibilité infime, mais une possibilité qui est quand même sur la table. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc des réflexions et une analyse à chaud, en tout cas une explication pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode. J'espère que ça vous permet de comprendre ce qui s'est passé avec SVB. Il y a beaucoup de dossiers qui sortent sur les pratiques de la banque, sur le focus de l'équipe dirigeante, sur le fait que les gens apparemment étaient plus occupés à s'occuper de sujets annexes et de sociétés plutôt que de travailler réellement dans la banque. Enfin, il y a pas mal de choses qui ressortent au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Mais l'essentiel, c'est ce que je viens de vous dire. Dans tous les cas, portez-vous bien, faites bien attention. Pensez à la crypto, uniquement du Bitcoin dont vous avez la clé privée. Mettez de l'or et de l'argent de côté et sécurisez bien vos patrimoines. C'est très important. Merci et à bientôt.